Et je vais vous parler donc de la formation des chaînes de montagne et surtout de leur destruction, avec ce titre « Montagne, colosse au cœur tendre », donc qui a priori doit vous interpeller. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez tout compris, on peut aller manger. Alors effectivement, les montagnes sont apparues depuis tout temps, depuis que l'homme les observe, comme des objets assez immuables, qui résistent, alors le clic c'est, voilà, qui résistent fièrement à l'usure du temps. Bon, j'ai mis Obélix, vous pouvez y voir une petite analyse psychanalytique. Mais si on y regarde de plus près, ces montagnes ne sont pas si résistantes et en fait elles ont un cœur tendre. Et donc c'est ce cœur tendre qu'on va essayer d'investiguer. On va d'abord refaire un petit peu un historique, en passant d'abord des pionniers, avec ici les premiers voyages dans les Alpes commandités par De Saussure, hein, donc qui ne sont pas si récents que ça, avec le guide Balma qui avait été donc qui répondait à un appel d'offres comme on fait aujourd'hui pour nos travaux scientifiques, et l'appel d'offres lancé par De Saussure, et qui finalement a trouvé la voie dans les Alpes. Alors vous voyez que c'était pas simple, hein, ils y allaient avec beaucoup de matériel, et vous voyez aussi que De Saussure était un géologue, un physicien, un naturaliste en général, et il avait son marteau dans la main droite et une boussole dans la main gauche. Donc on va passer de cette vision des pionniers, on continue avec les pionniers, avec ici les premières coupes des Alpes, avec Argan donc, qui a donc identifié l'importance du raccourcissement horizontal pour créer ces reliefs. Tout de suite, alors en fait, même précédé par de la modélisation analogique. Vous voyez à droite les modèles analogiques avec du sable et des argiles, une espèce de presse pour reproduire la chaîne de montagne, avec des modèles tectoniques, hein, une évolution tectonique depuis la Pénéplaine varisque jusqu'à ce raccourcissement horizontal qui va conduire à l'épaississement de la croûte et la formation de relief. Et donc le plaisir du travail bien fait, hein, de Cadell. Alors ces approches permettent de mettre en évidence que les montagnes se soulèvent en réponse à la collision des continents, en fait à leur raccourcissement horizontal qui va contribuer à leur épaississement vertical. Donc on va aller de ces approches à la tectonique du camembert. Ça c'est le cœur tendre des colosses. Donc surtout, je ne sais pas si c'est pour vous maintenir un petit peu en haleine à cette heure où les estomacs commencent à gargouiller, en tout cas le mien. Alors pourquoi la tectonique du camembert? Parce que je vais essayer de vous démontrer que la croûte ramollie flue sous l'effet de la gravité. Donc chaque mot a un sens, hein, c'est ramolli, c'est pas la croûte molle, c'est la croûte ramollie, et sous l'effet de la gravité. On va aussi placer cette évolution orogénique dans le cadre de la vision à plus grande échelle de la dérive des continents, proposée par Wegener dans les années 1912-1920, qui avait identifié le déplacement des masses continentales, du Sial sur le Sima. Le Sima, donc, ce qui n'était pas continent. Alors cette vision donc, a été reprise dans le cadre de la tectonique des plaques, où là l'objet qui a été identifié comme étant mobile, c'est la lithosphère. C'est la croûte, plus le manteau lithosphérique. Ce n'est pas seulement la croûte continentale, et donc on change de système, et c'est assez important. Donc cette croûte lithosphérique, dans le modèle de la tectonique des plaques, est subdivisée en une douzaine de plaques qui se déplacent par rapport à la sténosphère. Le Sima, hein, n'était pas le bon matériau. C'était Jeffries, le géophysicien de l'époque, qui a enterré, entre guillemets, l'hypothèse de la dérive des continents, et Wegener disait, bah voilà, le Sima, c'est pas possible, c'est ce qu'il y a de plus résistant sur Terre. Et vous voulez faire bouger les continents sur le matériau le plus résistant. Donc ça ne marche pas. Par contre, sous ce matériau résistant, sous ce Sima, il y a la sténosphère qui, elle, par contre, est assez peu visqueuse par rapport à la lithosphère. Donc là, on a un modèle qui est essentiellement lithosphérique. On a fait finalement, à cette période, abstraction de la croûte, qu'elle soit continentale ou océanique, et on s'occupe de la lithosphère comme ce qu'on peut donc voir sur le schéma de reconstruction, où on voit donc ici lithosphère sans finalement d'indication si elle est continentale ou océanique. Dans les zones de divergence, la lithosphère s'écarte et s'amincit, et dans les zones de convergence, elle plonge. Pardon. Donc cette lithosphère qui est dans les zones de convergence plonge en subduction. Alors justement, il y a une petite zone d'ombre. C'est ici, donc dans ce schéma de Isaacs, hein, 68, Complex Series of Arc-like Zone. Donc là, c'est finalement la zone qui ne nous a pas trop intéressé, nous les géophysiciens qui avons établi la théorie de la tectonique des plaques, c'est en fait les chaînes de montagne. Toute cette zone-là, ce sont les chaînes de montagne qui, effectivement, ne rentrent pas très bien dans le cadre de la tectonique des plaques.
Donc on va essayer de faire un petit peu mieux et d'améliorer. Alors, dans le cadre de la tectonique des plaques, on a défini la subduction, et puis, ça c'est le message, mais bravo. Et puis, donc, cette subduction, donc, qui accommode la convergence, suit la collision. Et finalement, la collision est décrite là comme la fin de la convergence. Alors pourquoi c'est la fin? Parce que la croûte continentale n'est pas assez dense pour subducter. Et donc on a une sorte de dichotomie, d'opposition, subduction, collision. Alors les géologues se sont enfin intéressés à la tectonique des plaques quelques années après son avènement, avec ici les papiers de Dewey and Bird, qui ont donc essayé de retrouver dans l'enregistrement géologique la transition subduction-collision, avec par exemple les chaînes dites de collision, où donc sont décrits du métamorphisme, d'abord une transition sédimentaire dans l'enregistrement sédimentaire entre les fameuses flysch, les fameux flysch et les molasses, donc décrites dans les Alpes. Flysch, donc des dépôts plutôt océaniques profonds, et molasses, plutôt des dépôts continentaux, donc qui vont se former au moment où les continents rentrent en collision et la topographie se soulève. Autre marqueur de la transition subduction-collision, la formation d'ophiolites, l'obduction, donc le chevauchement de la croûte océanique sur la croûte continentale, et puis des nappes de charriage dans la zone interne des chaînes de montagne. D'un point de vue métamorphique, un métamorphisme typique de l'enfouissement des roches de haute pression, basse température, donc qui ont été emportées avec leur température en profondeur, donc à grande pression, et exhumées pour donner des schistes bleus et des éclogites. Donc ce type de chaîne de montagne a été ensuite comparé à des chaînes dites de subduction, ce sont actuellement plutôt les chaînes péripacifiques, des cordillères, où là le métamorphisme est un petit peu plus complexe. On a, une ceinture de haute pression basse température au front, qui traduit donc l'enfouissement et l'exhumation de roches sous un gradient géothermique faible, et puis dans la zone plus interne, des roches de haute température, qui ici sont plutôt associées à la mise en place de magma, qui est dans ce schéma-là pas bien explicité. Donc c'est justement ces types de roches-là qui vont nous intéresser. À quoi correspondent ces roches formées à haute température dans la zone interne des chaînes de montagne. Donc dans ce cadre-là, on a un paradigme actuel qui est celui des livres qu'on a donc à disposition pour les secondes terminales, pour le collège et lycée, avec une formation des chaînes de montagne qui se fait dans les zones de convergence par accrétion magmatique, Jean-François en a parlé, donc des formations d'arcs magmatiques, et puis aussi accrétion tectonique, avec collision continentale, soit des arcs, soit des continents entre eux, le long des zones de convergence de plaques. Avec des convergences qui peuvent être océan-océan, donc ça c'est des arcs magmatiques océaniques, des convergences océan-continent avec des arcs magmatiques continentaux, et puis des convergences continent-continent qui vont donner les chaînes de collision. On a aussi donc associé l'idée du poinçonnement, du grand coup de poing de l'Inde dans l'Asie, je pense que vous avez tous ça en tête, un poinçonnement rigide avec extrusion latérale modélisée par un poinçon en plomb, ici à droite, en gris, qui est animé par un piston donc, qui est ici en noir, avec de la pâte à modeler, donc qui subit de la déformation, avec des blocs qui s'individualisent et séparés par des zones de déformation très localisées, des blocs quasiment rigides si on fait abstraction de ces zones de déformation, donc qui reproduisent la tectonique à l'est de la collision Inde par rapport à Asie. Alors moi, ce sont le genre de schémas qui, quand j'étais au lycée ou ensuite plutôt à l'université, m'ont donné envie de faire de la tectonique, de la géodynamique. Alors il y a quand même un petit problème maintenant, c'est que la gravité n'est pas prise en compte, et en particulier, vous voyez ici des boulons, des vis. Alors que font ces vis? En fait, elles maintiennent une plaque de plexiglas. Et est-ce que vous avez une idée de ce que vient jouer comme rôle le plexiglas? Oui, je vois des oui. En fait, elles viennent empêcher la pâte à modeler de s'épaissir. Alors, en fait, je pense que le premier modèle, il a dû être fait sans plexiglas. Mais le problème, c'est que la pâte à modeler ne partait pas sur le côté.
Alors, quand c'est aussi en psychanalyse, il faut toujours tuer le père. Donc, en l'occurrence, Taponnier, je fais pas partie de l'école Taponnier, mais je me sens un descendant de cette école-là parce que ça m'a donné envie de faire de la tectonique et de la géodynamique. Mais bon, voilà, il se trouve qu'il y a des petits problèmes et du coup, ça donne de l'espace pour les plus jeunes qui vieillissent aussi et qui permet de produire des nouvelles choses. Donc, la gravité n'est pas prise en compte. Et puis, donc, on a ici une vision qui corrèle la cinématique des plaques, le mouvement des plaques avec la déformation continentale. Alors à l'échelle lithosphérique, qu'est-ce que ça donne? Parce que le modèle précédent était à l'échelle crustale. Donc on a effectivement des modèles qui ont été proposés d'épaississement homogène à l'échelle de la lithosphère, d'épaississement alors plutôt homogène à l'échelle de la croûte, mais avec subduction du manteau lithosphérique. Et puis suite à ces épaississements, des instabilités gravitaires pour se débarrasser de cette racine lithosphérique qui est finalement peu observée à l'aplomb des chaînes de montagne. Alors soit par instabilité gravitaire sous forme de gouttes, selon parlait Jean-François, soit de façon plus rigide ou plus localisée, avec un retrait de la plaque. Toujours dans le cadre du paradigme actuel, la destruction des chaînes de montagne, c'est essentiellement lié à quel processus? Vous avez le droit de participer. À l'érosion. Et puis, donc, suite à l'érosion, il y a un rebond isostatique qui fait remonter la racine peu dense de la croûte continentale épaissie, qui est donc de nouveau soumise à l'érosion, et puis ça va contribuer à la pénéplénation. Et donc, on va arriver ensuite à une vieille chaîne de montagne qui correspond donc à une pénéplaine avec ce processus. Et tous ces processus se placent dans le cadre du cycle orogénique de Wilson, avec une période de divergence, rift continental, dorsale océanique, et puis une période de convergence, subduction, collision. Voilà. Donc si on est d'accord avec ça, on peut aller manger. Il me reste combien de temps pour dire le contraire? Donc on a maintenant quelques petites observations relativement récentes. Récent, ça veut dire par rapport à moi, depuis que j'étais étudiant, donc ça commence à dater. Donc les premières, ça a été l'identification de roches de haute pression, voire ultra haute pression, qui sont exhumées au cœur même des chaînes de montagne. Ici, avec l'exemple de la cohésite découverte au cœur des Alpes, dans la partie la plus interne des Alpes. Et dans des roches de haute pression, ultra haute pression, donc avec la cohésite qui est la phase stable du quartz, qui est ici blindée dans un grenat, et qui indique des pressions de l'ordre de 30 kilobars, qui correspondent à des profondeurs de l'ordre d'une centaine de kilomètres et plus. On a aussi, dans certains exemples, du diamant qui est préservé. Donc ça veut dire, si on en croit, donc si on fait l'équivalence entre la pression mesurée par ces assemblages minéralogiques et le poids de la colonne de roche, ρ GH, à ce moment-là, on peut donc proposer une profondeur d'enfouissement de ces roches. Donc c'est plus 60 km comme c'était le cas des modèles qui étaient proposés jusqu'alors, mais c'est plutôt 100 à 120 km, c'est-à-dire ici, et puis ensuite, surtout, c'est pas tellement le problème de les enfouir, bon, déjà c'était un premier souci, mais ça a été de les exhumer, pour les faire revenir jusqu'ici. Alors les modèles qui ont été proposés dans la foulée, par des modélisations analogiques, ici une lithosphère continentale avec son manteau lithosphérique en vert et sa croûte continentale en orange, qui converge vers une autre lithosphère, qui est ici donc bien couplée mécaniquement la croûte est bien couplée mécaniquement à son manteau lithosphérique et donc plonge avec. Mais cette lithosphère, alors c'est des modèles ici qui sont faits avec de l'asténosphère en blanc, qui est du miel, de la lithosphère ici, toujours pour les affamés, de la lithosphère, du manteau lithosphérique ici qui est du silicone, et puis le marron c'est du silicone un peu plus sableux, pour modéliser la croûte continentale. Avec ici donc un bon couplage mécanique entre croûte et manteau, qui fait que la croûte continentale est entraînée contre sa volonté de par sa densité, de par sa faible densité, en subduction. Puis, donc la croûte continentale est ici enfouie, et puis à partir d'un certain moment, du fait de sa faible densité, elle se découple mécaniquement du manteau lithosphérique qui l'a entraîné en subduction, et commence à être exhumée. Alors ici, avec des modèles qui sont en érosion totale, c'est-à-dire dès que
la croûte continentale pointe son nez, en fait dans ce modèle-là, elle est érodée avec un aspirateur, hein, elle est érodée, ce qui permet d'exhumer la partie qui a été enfouie la plus profondément. Et donc ça permet d'expliquer ces grandes pressions, puis ensuite exhumation sous un faible gradient géothermique. Alors d'un autre côté, on a aussi ces roches des ceintures anciennes, donc identifiées d'abord dans les ceintures anciennes, mais on verra que c'est aussi le cas des ceintures plus récentes. Par exemple, le Massif central français, c'est plein de ces unités en rose qui correspondent donc aux migmatites et granites décrites par Jean-François précédemment. Donc ces migmatites, c'est des roches avec une structure assez complexe, qui sont des mélanges d'une fraction granitique, un ancien liquide silicaté, et puis une fraction gneissique, qui est un ancien une roche magmatique déformée ou une roche sédimentaire déformée. Et vous voyez que la structure complexe traduit un fluage à l'état partiellement fondu, et c'est ça qui va nous intéresser. Et donc là, du coup, la genèse de ces roches, ça nécessite, là par contre, un gradient géothermique très élevé, qui contraste beaucoup avec le gradient géothermique faible requis pour la genèse et l'exhumation des roches de haute pression, basse température. Alors il se trouve que effectivement, ces migmatites et granites, ça constitue une partie importante à la surface. Hein, Jean-François a mentionné 100 km de diamètre pour cette structure en dôme, le dôme du volet. Donc c'est pas juste des épiphénomènes. 100 km, c'est 3 fois l'épaisseur de la croûte continentale moyenne. Donc 3 fois l'épaisseur de la croûte continentale moyenne, c'est un phénomène d'échelle crustale. Ce n'est pas un petit peu de liquide qui vient se mettre en place, qui a fondu à un endroit et qui vient se mettre en place à un autre endroit. Ça veut dire que la croûte continentale elle-même est partiellement fondue. Alors après, son exhumation. Vous voyez aussi que dans ces schémas-là, ça c'est donné par la géophysique, le mot est plat et la croûte fait aujourd'hui 25 à 30 km. C'est-à-dire qu'elle est revenue. Alors, par contre, les roches qui sont à la surface aujourd'hui, je reviens un petit peu en arrière, les roches qui sont à la surface aujourd'hui étaient à 25-30 km de profondeur. C'est-à-dire qu'on peut ajouter 25-30 km, plus les 25-30, on arrive à une cinquantaine de kilomètres d'épaisseur, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il y a sous les Alpes ou sous la chaîne himalayenne et le plateau du Tibet. C'est-à-dire que la croûte était épaisse avant de revenir à son état d'épaisseur moyenne. Alors justement, si on rajoute ces 25-30 km, c'est représenté schématiquement par ces rectangles. Pour revenir à l'état moyen qui est cette croûte d'épaisseur 25-30 km d'épaisseur, il faut enlever cette partie-là. Alors si on le fait par érosion, il faut rentrer ces rectangles dans ces petits triangles qui sont les bassins stéphaniens qui ont recueilli eux-mêmes des galets de ces migmatites et de ces granites. Donc, qui veut dire que ces roches étaient à la surface au moment où le dépôt se faisait. Donc ça, c'était la surface du Carbonifère, c'est-à-dire du Stéphanien, il y a 290 millions d'années, qui est à peu près l'âge aussi, 295 millions d'années, l'âge de cristallisation de ces granites et migmatites. Et cette surface, elle est où aujourd'hui? Cette surface, elle est aujourd'hui à la surface, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été érodée. Et si elle n'a pas été érodée, ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'érosion depuis 295 millions d'années. Et s'il n'y a pas eu beaucoup d'érosion, ça veut dire que l'érosion n'est sans doute pas le premier processus responsable de la pénéplénation. Et de toute façon, on a du mal à rentrer ces rectangles dans ces petits triangles. Et donc, il y a un bilan, au niveau du bilan de matière, ça ne marche pas. Donc la pénéplène varisque, elle existe depuis 290 millions d'années à peu près, et l'érosion est insuffisante pour l'expliquer. Alors dernière observation, c'est effectivement ces zones d'extension de la croûte continentale, la région du Basilian Range, qui est la plus emblématique, parce qu'ici sur à peu près 1000 km de large, on a ces ridules qui correspondent à des alternances de Horst et Graben, qui sont représentés ici en coupe, et qui sont donc sur une croûte qui fait aujourd'hui 25 km d'épaisseur, et donc si on fait le bilan de l'extension qui est mesurée sur l'ensemble de ces failles, on a une extension d'à peu près 50%, c'est-à-dire que la croûte faisait 2 fois cette épaisseur-là avant d'être l'épaisseur actuelle, elle faisait donc à peu près 50 km d'épaisseur avant de s'amincir. Donc c'est pas vraiment de l'amincissement de croûte, c'est du désépaississement de croûte. Et la force qui a été invoquée pour désépaissir cette croûte, c'est plutôt une force gravitaire qui va être en lien avec les variations latérales d'épaisseur de croûte qui a une densité un peu plus faible que le manteau sous-jacent. Donc voilà le bilan auquel on arrive. On a une subduction continentale avec des roches d'ultra haute pression, une fusion partielle de la croûte continentale orogénique et une extension de la croûte orogénique. Ça, c'est les résultats qu'il faut qu'on incorpore dans notre nouveau modèle.
Les questions, donc, comment passe-t-on d'un géotherme faible pour générer des roches de haute pression à un géotherme fort pour fondre la croûte continentale? Comment on passe d'épaississement à amincissement? Et quels sont les mécanismes d'exhumation des roches métamorphiques? Donc pour ça, on va s'intéresser au bilan des forces, les forces qui sont liées à la convergence des plaques, à la tectonique des plaques, qui vont contribuer à l'épaississement, et puis à les forces de résistance à l'épaississement, qui sont la résistance des roches, tout bêtement, et puis aussi la gravité qui s'oppose à l'épaississement. Et puis il faut s'intéresser au bilan thermique qui comprend donc les termes de advection. Alors l'advection, c'est ici, j'ai représenté deux isothermes, les isothermes 400 degrés et l'isotherme 800 degrés. Donc 400 c'est pour la transition fragile ductile, 800 c'est pour le début de la fusion des roches de la croûte continentale. Vous voyez qu'ici, l'isotherme 800, il plonge avec la plaque en subduction, et donc il est entraîné en subduction. Par contre, du fait de la production de chaleur par désintegration des éléments radioactifs qui sont préférentiellement concentrés dans la croûte continentale, on a une augmentation de la température dans la croûte continentale qui va s'opposer à cet effet d'advection. Et donc la production plus la conduction de chaleur, ça va contribuer donc à faire remonter les isothermes et passer d'un gradient faible à un gradient fort. C'est ça qu'on va ici démontrer à partir des exemples que je vais vous présenter. Dernier point, avant d'attaquer la chaîne alpine, qui va nous servir d'exemple, la topographie des zones de convergence. Alors, la topographie des zones de convergence, on a... Alors si je vous avais demandé de dessiner, je pense, une chaîne de montagne, la plupart d'entre vous auraient dessiné une chaîne de montagne triangulaire, de forme prismatique. Et effectivement, ça c'est le cas le plus général. Alors ces prismes ont des formes assez variées. Ils peuvent être avec une base très large et puis pas très élevée, comme ici en Patagonie, ou au contraire des triangles avec très haut et puis une base assez étroite. Dans la chaîne alpine, on peut aussi avoir un décalage. Ces triangles peuvent être isocèles ou au contraire être assez asymétriques. Alors ça, c'est le cas le plus fréquent des chaînes de montagnes triangulaires. Il se trouve qu'il y a aussi d'autres types de topographie qui sont ces types plateaux orogéniques avec un point de rupture donc, depuis la plaine jusqu'au sommet, et puis ensuite une topographie très plate. Donc ça, c'est le cas de deux exemples à la surface de la Terre actuelle, le plateau du Tibet et le plateau de l'Altiplano dans les Andes. Alors, on pourrait aussi incorporer le plateau anatolien qu'on trouve ici donc en Turquie. Alors si on plotte maintenant, on représente la différence d'altitude qu'il y a entre la plaine et puis le point le plus haut de la chaîne de montagne, en fonction de la largeur de la chaîne de montagne, là on se rend compte qu'il y a à peu près une relation, alors c'est pour un géochimiste c'est pas si mal, hein, si on faisait une droite de corrélation ici, on aurait à peu près une droite qui indiquerait qu'il y a une corrélation positive entre l'altitude et la largeur de la chaîne de montagne, jusqu'à arriver à peu près à 4000-5000 mètres d'altitude. Et puis là, quelle que soit la largeur de la chaîne de montagne, l'altitude est constante et correspond donc à ces plateaux orogéniques. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui limite finalement l'épaisseur la hauteur des chaînes de montagne? J'ai donné la réponse. C'est sans doute l'épaisseur de la croûte continentale. Et donc finalement la question c'est qu'est-ce qui limite l'épaisseur de la croûte continentale? Alors, il faut ajouter un autre type de relief dont on a un petit peu parlé, qui sont ces reliefs type Basin and Range, qui sont ce que j'ai qualifié ici de bassins intermontagneux, parce qu'ils sont entre deux chaînes de montagne à chaque fois. Donc on a aussi l'exemple du Zagros, là, qui va être entre une chaîne de montagne ici au sud et puis ici au nord, ou le bassin pannonien qui est au cœur des Alpes, qui est entouré des Dinarides d'un côté et des Carpates de l'autre. Alors ça, c'est un relief un peu plus surprenant, c'est-à-dire c'est un relief de faible altitude qui est entouré par des chaînes de montagnes, et on ne s'attendrait pas à ça dans des zones de convergence de plaques. J'ai pris que des exemples dans des zones de convergence de plaques. Donc là, ça fait partie de challenges, des défis à intégrer dans d'autres modèles. Alors on va prendre des exemples dans la chaîne alpine au sens large, qui sont toute une ceinture donc, qui est orientée globalement ouest-est, perpendiculairement à la convergence entre l'Afrique, l'Inde et puis l'Eurasie. Et donc malgré ce contexte cinématique de mouvement de plaques commun, on a des exemples assez différents, avec les Alpes, un prisme orogénique, avec une pente moyenne de 10 degrés,
Le Tibet, un plateau orogénique, donc qui est encadré par l'Himalaya d'un côté. Donc j'ai fait qu'une moitié de la coupe. Et puis le domaine égéen, qui est un bassin intramontagneux. Donc on va regarder chacun de ces exemples. Alors les Alpes, formation d'un prisme orogénique. Donc là, on avait la coupe d'Argan, qui avait déjà bien compris la structure crustale. On n'a pas beaucoup amélioré les choses depuis. C'est un peu désolant, mais c'est comme ça. Avec dans une zone externe, un décollement socle-couverture. Socle hercynien ou varisque, et puis la couverture mésozoïque. Une zone interne avec plusieurs sutures. Alors là, bon, Argan ne les avait pas vraiment reconnues en tant que telles, des sutures océaniques. Et puis des nappes avec une déformation complexe, polyphasée. Un avant-pays qui, lui, donc aussi récupère des produits d'érosion sous forme de sédiments dans des bassins flexuraux. Alors la structure profonde, elle est venue plus récemment par les profils de sismique réflexion, et qui confirme la structure complexe de la zone interne, le décollement socle-couverture, et puis le plongement de la croûte, hein, c'est le mot ici qui plonge, vers le sud-est, et donc qui confirme donc la subduction de l'Eurasie sous l'Afrique, en tout cas au niveau des Alpes. Ce n'est pas tout à fait la même chose au niveau de domaine égéen. Alors la structure, maintenant à l'échelle lithosphérique, elle nous est fournie par la tomographie sismique. Vous voyez ici l'échelle, c'est 400 km. On a changé d'échelle. J'ai remis la coupe de Marchand et Stampfli là, qui était donc, dans la figure précédente. Donc on change d'échelle là. Et là, on a une sorte d'anomalie positive qui correspond donc à du manteau résistant, froid, et qu'on assimile à de la lithosphère. Et donc on peut ici sans doute proposer que sous la chaîne alpine, il y a un seul slab, malgré le fait qu'il y ait plusieurs sutures océaniques. Donc ça c'est un élément important, je n'en dirai pas plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est enregistré dans la zone interne? Si on veut maintenant comparer, donc raconter l'histoire de ce prisme orogénique, dans la zone interne, on a un enregistrement grâce à l'histoire pression-température enregistrée dans les roches métamorphiques, qui sont donc des roches métamorphiques qui vont de schiste vert, schiste bleu, éclogite et de la ultra haute pression, au fur et à mesure qu'on va de la zone externe vers la zone interne. Et donc ça c'est représenté ici avec la zone interne qui a enregistré le plus fort enfouissement, la pression la plus élevée, par rapport à la zone plus externe. Et par contre, l'ensemble de ces roches, de ces unités, s'aligne sur un seul gradient géothermique qui est un gradient géothermique faible. Ça montre que l'enfouissement maximum s'est fait sous un gradient géothermique qui était à peu près le même. Puis ensuite, ces roches subissent une décompression quasi isotherme. Ça veut dire une exhumation sans changement de température. Donc sans échange thermique avec l'encaissant. Donc ça veut dire que ça se fait relativement rapidement. Alors si maintenant on combine cette histoire pression-température avec ce qu'on sait des âges enregistrés par des thermochronomètres, donc ils sont ici représentés dans un diagramme température-temps, on se rend compte que Dora Mera, donc qui correspond ici à ce massif cristallin interne, donc à l'intérieur des Alpes, est la roche qui a été enfouie le plus profondément, mais qui a été exhumée le plus rapidement et le plus tardivement, autour de 30 millions d'années, 35 millions d'années. Alors que les roches qui constituaient donc la partie plus externe de la zone interne ont été enfouies plus précocement, moins profondément, et ont été exhumées aussi avant l'exhumation de la partie la plus interne. Et si on combine pression-température avec température-temps, on peut reconstruire l'histoire d'enfouissement, la pression, et l'exhumation au cours du temps de ces différentes unités. Et on se rend compte qu'il se passe quelque chose ici autour de 30 millions d'années, et ce qui correspond donc à l'arrivée de ces roches à une dizaine de kilomètres de profondeur. Si maintenant on compare cet enregistrement à ce qui se passe dans la zone externe, dans l'avant-pays, dans le bassin d'avant-pays, on a ici un enregistrement de la sédimentation qui se fait d'abord, c'est d'abord les fameux flysch, hein, qui sont témoins d'une sédimentation en milieu marin, voire océanique. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de relief, mais pas beaucoup, et puis que les dépôts se font dans des bassins qui sont plutôt donc, sous le niveau de la mer, ce qui contraste avec les molasses, qui donc apparaissent à partir de l'Oligocène et du Miocène, qui sont eux des sédiments continentaux. Alors il se trouve que les bassins marins sont des bassins sous-alimentés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement remplis. La flexure, la dépression est largement plus importante que ce qui est apporté par l'érosion, alors que les bassins sédimentaires au milieu continental, les molasses, elles débordent et vont jusqu'au golfe de Lion, jusqu'à la mer du Nord.
Et quand est-ce que se fait cette transition? Ben, ça se fait autour de 34 millions d'années. 34 millions d'années, donc a priori, beaucoup d'érosion, ça doit avoir eu lieu au moment où il y a eu beaucoup d'exhumation, donc beaucoup de décompression des roches métamorphiques. Et si on regarde bien, ben, il se trouve que la décompression a surtout eu lieu avant 30 millions d'années, donc à un moment donné où la sédimentation n'était pas très importante, et la topographie était sous le niveau de la mer, et les bassins étaient sous-alimentés. Par contre, le 34 millions d'années, ça correspond au moment où Dora Mera arrive vers la surface et où ces roches se retrouvent autour d'une dizaine de kilomètres de profondeur. En fait, l'érosion rend compte du dernier quelques kilomètres d'exhumation. Alors si on met donc un diachronisme entre le gros de l'exhumation et le gros de l'érosion. Si on met tout ça dans un schéma d'évolution tectonique, donc on a une première période de convergence qui va être accommodée par l'enfouissement de la marge et de la partie océanique puis de la marge continentale, avec enfouissement et exhumation sous un faible gradient géothermique, qui va être suivi par exhumation de la partie continentale de la marge, la marge continentale, et puis donc ce qu'on peut proposer pour créer de l'espace permettant à ces roches d'être exhumées jusqu'à la surface, c'est que cette plaque plongeante soit animée par un mouvement de retrait qui est à peu près, qui est pas vraiment bien enregistré ici pour les Alpes occidentales, mais qui est bien enregistré ici pour les Apennins. Alors maintenant, le plateau du Tibet et la chaîne himalayenne, qui sont donc un exemple de plateau orogénique. Alors l'échelle crustale, tout a été proposé, y compris déjà par Argan. Une structure, alors la structure crustale avait déjà été bien comprise par Argan, avec des unités qui viennent de l'Inde, des unités qui viennent de l'Eurasie, un plateau continental, et puis une racine crustale profonde. À l'échelle lithosphérique, c'est là qu'ont été développés soit les modèles de racines homogènes ou de subduction continentale, et la tomographie plus récente. Alors il y a de la plus récente, mais ça, finalement ça ne permet pas de me déterminer. Alors, ici on peut éventuellement voir une sorte de plaque plongeante retournée, de nouveau l'échelle qui change, on passe ici à 2800 km, donc la transition manteau-noyau. Bon, là, alors pourquoi ça ne marche pas très bien la tomographie? C'est parce que, 5 minutes, non, ça va aller beaucoup plus vite là, à partir de maintenant. Donc pourquoi ça ne marche pas très bien? C'est parce qu'on a un filtre continental qui absorbe les ondes sismiques. Alors de quoi c'est fait ce plateau, et la chaîne himalayenne et le plateau du Tibet? Alors on voit les roches bien affleurées au front, donc dans la chaîne himalayenne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc des roches de haute pression, voire ultra haute pression, basse température, qui ont été exhumées. Alors c'est le cas ici, par exemple, du Tsomorari, qui va se trouver ici en position supérieure par rapport à la pile de nappe. On a un avant-pays qui récupère des produits de l'érosion. On a donc des chevauchements, comme dans les Alpes, des roches de haute pression, comme je viens de le dire, une suture océanique, un batholithe qui enregistre l'histoire de la subduction avant la collision. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici une zone qui est originale par rapport aux Alpes, qui est le haut Himalaya cristallin, dans lequel on trouve des migmatites. Ces migmatites, donc, qui sont dérivés soit de la fusion partielle d'orthogneiss, soit de la fusion partielle de paragneiss, dont des roches à haute température, donc qui contrastent beaucoup avec les roches de haute pression qui sont préservées juste au-dessus. On a aussi plein de granites, des leucogranites qu'on voit ici sur les falaises du haut Himalaya, qui sont alimentés par tout un tas de réseaux de veines granitiques et qui vont former ces lacolites, qui sont ces corps relativement plats et larges par rapport à leur épaisseur, qui vont donc jalonner un contact qui est intéressant ici, qui est le South Tibetan Detachment, ou le détachement du Sud Tibet, qui est une faille normale, qui a un mouvement inverse et contemporain du front de chevauchement himalayen, ici, le MCT. Alors, ce que font ces migmatites à la surface de la Terre dans les Himalayas, on va comparer ça à l'enregistrement de ce qu'il y a aujourd'hui sous le plateau du Tibet. Et sous le plateau du Tibet, on relève, grâce à la sismologie, à la magnétotellurique, on relève une zone à faible vitesse. Alors c'est très ténu, ici on a la réfraction des ondes, ici, des ondes sismiques, et on voit une zone à faible vitesse, c'est cette incurvation ici, qui apparaît à partir d'une quinzaine de kilomètres de profondeur sous le plateau du Tibet. C'est un transect qui est passé ici quelque part par là, à travers la chaîne himalayenne et le plateau du Tibet, avec le South Tibetan Detachment qui est ici. Donc une zone à faible vitesse, une zone très fortement réflective,
Et sous cette zone à faible vitesse, enfin dans cette zone à faible vitesse, aussi une bonne conductivité électrique. Donc tous ces éléments contribuent, suggèrent la présence d'un liquide. Alors ce liquide, ça peut être des fluides type eau, H2O, CO2, ou ça peut être des liquides silicatés, donc des magmas. Et c'est la proposition qu'un certain nombre d'auteurs ont faite. L'autre hypothèse est toujours proposée, mais c'est qu'on a ici, sous le plateau du Tibet, une zone partiellement fondue aujourd'hui. Cette zone partiellement fondue, on peut la comparer du coup avec les migmatites et granites qui ont été datés autour de 20 millions d'années au front de l'Himalaya, et puis qui, ici, au niveau d'un dôme, apparaissent et sont datés autour de 10 millions d'années. Donc vous m'avez suivi, 20 millions d'années, 10 millions d'années, 0. Donc on a une sorte de continuité entre un niveau partiellement fondu qui est progressivement exhumé vers le front de la chaîne, depuis 20 millions d'années en tout cas. Et 20 millions d'années, c'est à peu près 30 millions d'années après l'enfouissement maximum à basse température. Et 20-30 millions d'années, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que la chaleur soit produite de façon efficace et conduite à l'intérieur des roches de la côte continentale après désintegration des éléments radioactifs. Donc ce réchauffement, est-ce que c'est juste localement que ça a été observé pour causer la fusion partielle, ou on peut essayer de le tracer latéralement? On a ici une image d'atténuation des ondes sismiques qui est ici faite intégrer entre 30 et 100 km, je crois, donc c'est une intégration. Et on a une zone de forte atténuation des ondes sismiques sous tout le plateau du Tibet. Et donc l'idée, c'est qu'on a partiellement une zone partiellement fondue sous le plateau du Tibet qui flue latéralement pour être exhumé au front du Tibet et puis éventuellement latéralement sur les côtés, mais ça je vais passer pour aller directement au dernier exemple qui est le domaine égéen. Alors le domaine égéen, donc on a comme dans les Alpes des structures océaniques, des blocs continentaux, mais on n'a pas de chaîne de montagne. Et on a une image de slab qui plonge ici au nord, avec éventuellement donc une zone à faible vitesse sous le domaine égéen qui pourrait enregistrer le retrait de cette plaque plongeante au fur et à mesure qu'elle converge. Alors elle peut converger et se retirer en même temps. Alors je vais faire un petit peu plus vite. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le domaine égéen? On voit donc au cœur du domaine égéen une superposition d'un métamorphisme de haute pression, basse température autour de 50 millions d'années pour faire simple, et puis un métamorphisme de haute température 30 millions d'années plus tard sur l'île de Naxos. Et à Naxos, donc on voit une structure en dôme avec des roches qui sont des marbres et des schistes qui ont enregistré le métamorphisme de haute pression, basse température autour de 50 millions d'années, et puis le métamorphisme de haute température 20 ou 30 millions d'années plus tard. Les roches de haute température sont sous forme de dôme, donc ils viennent ici déformer le paquet de nappes de schiste et de marbre qui sont plissées de façon complexe. Et l'ensemble de ces roches sont mis en contact avec des unités de croûte supérieure, représentées ici par des sédiments, le long d'un grand détachement à une grande zone de cisaillement, donc il y a cette zone de cisaillement-là, qu'on tourne ici tout le long de l'île, et qui met en contact et qui permet l'exhumation des roches métamorphiques profondes. Alors ces marbres et schistes sont plissés et replissés, et ça traduit donc une première foliation qui devait être relativement pentée et qui ensuite a été transposée, c'est-à-dire réorientée dans une foliation beaucoup plus faiblement pentée. Alors c'est quoi cette foliation beaucoup plus faiblement pentée? Sans doute un raccourcissement vertical. Et ce raccourcissement vertical, donc il va être plutôt lié à l'effet de la gravité, plus qu'à l'effet des forces liées à la tectonique des plaques. Alors, donc le dôme, lui, qui est à cœur de migmatites et roches partiellement fondues, est postérieur aux nappes, puisqu'il les redéforme. Et puis, donc, l'histoire métamorphique est enregistrée par des assemblages métamorphiques, mais aussi par ces fameux zircons dont nous a parlé Stéphanie. Donc il se trouve que là c'est un travail qu'on a fait ensemble, avec ce zircon qui est assez extraordinaire, qui a été récupéré dans un métagabbro, donc qui vient ici de la zone intermédiaire entre les migmatites et puis les marbres et schistes, et qui a enregistré un âge à 260 millions d'années qui est sa cristallisation au moment de la formation de la Tétis, 260 millions d'années, un âge de recristallisation ici à haute pression à 50 millions d'années, et puis autour de cet âge à 50 millions d'années, la haute température à 16 millions d'années. Et donc en prenant des roches sur le long de cette coupe, qui ont subi deux métamorphismes haute pression, puis auxquels s'est superposé le métamorphisme de haute température, on peut raconter toute l'histoire d'enfouissement, exhumation de ces différentes unités.
Alors si on remet ça dans un schéma global, on va avoir une histoire d'enfouissement, exhumation d'unités à haute pression dans le même schéma que pour les Alpes, puis ensuite à l'arrière de la zone de subduction, une zone épaissie qui va subir une relaxation thermique, fusion partielle, superposition du métamorphisme de haute température sur le métamorphisme de haute pression, et puis ensuite effondrement de cette croûte ramollie sous l'effet de son propre poids. Voilà. Alors si on place tout ça dans un cycle orogénique, on a donc une première période. D'abord, il faut bien comprendre que la convergence va être accommodée par subduction et accrétion-collision, qu'il n'y a pas lieu d'opposer subduction et collision. Il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la croûte ou de la lithosphère? Ensuite, donc dans une première étape, enfouissement qui va dominer le régime thermique, donc des roches de haute pression, basse température, qui vont être exhumées à la faveur de failles de détachement sain orogénique. Puis ensuite, je passe tout de suite à cette partie-là. Si l'épaississement continue, on va arriver à un moment donné à un épaississement maximum qui est celui qui va être lié au réchauffement et la maturation thermique de la croûte préalablement épaissie par production de chaleur par des éléments radioactifs. Et à ce stade-là, on passe la transition prisme plateau orogénique. Puis ensuite, si on change les conditions limites, si les conditions limites changent, la plaque se retire ou la convergence s'arrête. Cette zone partiellement fondue et relaxée thermiquement, épaisse, va pouvoir s'étaler de son propre poids et on retombe donc sur le modèle du camembert. La question est de savoir si vous voulez partir du Tibet, en Grèce, dans les Alpes, dans le central, un peu partout là. Où va nous mener la première question? Moi, je suis désolé de vous avoir tourné le dos tout cet exposé, mais c'était le moyen de rester en place. Tu as dit que tu as posé le modèle du Tibet, tu as dit qu'il y avait d'autres modèles possibles. Je sais, j'en ai entendu un qui aurait plusieurs blocs dans le Tibet. Est-ce que c'est forcément. Est-ce que ça pose vraiment des problèmes de compatibilité entre ces deux modèles pour imaginer des blocs successifs qui sont quand même en partie fondus? Tout à fait. Donc effectivement, la notion de bloc est valable pour l'accrétion, pour la période d'épaississement, on va dire. Hein. Et là, effectivement, la notion de camembert se superpose à l'accrétion tectonique. Alors bon, la dichotomie, elle apparaît parce que les gens qui proposent les modèles de blocs ne voient pas la deuxième étape. Donc c'est là que se fait le débat. Hein. Et par contre, bon, si on veut faire le ramollissement et la relaxation thermique, ça se fait forcément après une première étape d'accrétion tectonique. Donc dans un cas, on prend en compte l'ensemble des informations, dans un autre, on prend en compte une partie des informations. Mais c'est quand même des visions qui traduisent des façons de voir le comportement de la croûte et de la lithosphère radicalement différentes. Hein. Dans un cas, on a une croûte qui est très rigide, et une lithosphère aussi, hein, mais la croûte très rigide, qui va se déplacer selon des grandes zones de cisaillement qui sont même lithosphériques. Et dans l'autre cas, en tout cas dans la dernière étape, l'étape actuelle, on a un fluage qui est mou et qui va sans doute reprendre ces anciennes zones de contact plus localisées. Olivier, tous les modèles de camembert supposent finalement une croûte ramollie, une croûte molle, parce qu'elle est partiellement fondue et parce qu'elle contient du liquide pendant des grandes périodes de temps, finalement, à l'échelle géologique. Bon, on a déjà discuté, donc tu sais que ça pose un certain nombre de problèmes. D'une part, le fait que physiquement, pour garder le liquide, c'est pas facile, ça veut dire qu'on ne l'extrait pas. Et alors qu'on a plein de raisons d'extraire, on a de la tectonique, on a de la déformation, les réactions de fusion sont des choses qui ont un changement de volume positif, donc ça détruit les roches. Bref, physiquement, on a toutes les raisons d'extraire le liquide. Et d'autre part, si tu regardes chimiquement la composition des leucosomes dans la myolatite, en fait, contrairement à ce qu'on dit tous, c'est pas vraiment des liquides, c'est au mieux des tubulars ou des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, le liquide s'est barré très très vite de ces choses-là, et les leucosomes ne sont pas du tout des preuves que du liquide est resté pendant très longtemps dans la croûte, c'est des preuves que du liquide a été formé à un moment donné, mais qui s'est barré aussitôt. Donc finalement, quels sont tes arguments pour justifier l'existence d'un liquide qui arriverait à rester piégé dans la croûte pendant des longues périodes de temps à l'échelle géologique,
sans être extrait et sans partir par ailleurs s'il fait beau? Alors, bon, effectivement, mais c'est une bonne question. Alors moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je pars de l'observation. Je parle d'observation de terrain, et ensuite j'essaie de faire en sorte de trouver des modèles qui permettent d'expliquer les observations. Alors les observations, elles sont que les migmatites, elles sont là. Alors certes, elles ne sont pas toutes à plus de 30%, elles ne sont pas à l'état magmatique, elles sont pour la plupart, alors pour celles auxquelles on a accès, de l'ordre de 20 à 30, de 10 à 20 à 30% de leucosome, qui en plus a effectivement une composition plutôt de cumula, de ce qui est resté piégé alors que une partie du liquide a été extraite, mais quand même ils sont là. Alors une partie effectivement est partie pour former ces leucogranites qu'on voit ici, mais ces migmatites, elles forment toute la nappe cristalline du haut Himalaya. Ça, bon, moi je suis jamais allé voir, mais c'est ce que décrivent les gens. Alors autre argument, c'est que la géophysique, elle voit cette zone à faible vitesse et à forte conductivité sur l'ensemble de la croûte épaisse. C'est pas juste le sommet, c'est l'ensemble de la croûte épaisse qui est à faible vitesse. Donc bon, ça dit qu'aujourd'hui il y a quelque chose de moins visqueux, alors qui peut être de l'eau, ça c'est toujours l'alternative, qui est présent sous le plateau du Tibet. Est-ce que le camembert s'étale dans les Alpes? Alors j'avais prévu la question. Alors il n'est pas encore complètement étalé, ça c'est clair, puisqu'il y a de la topographie. Mais attention, l'étalement gravitaire ne veut pas dire forcément amincissement de la croûte. Dans le cas du plateau du Tibet, on a la croûte la plus molle au monde, sans doute, et qui a la topographie la plus élevée et la croûte la plus épaisse. Alors dans les Alpes, je pense que c'est en train de se faire. Alors d'abord, on a le dôme Les Pontins, qui est une zone à haute température, relativement haute température, qui est un tout petit peu plus au nord de ce que j'ai montré, et donc qui est la haute température qui commence à se superposer à la haute pression, et qui justement donc, correspond à un niveau structural inférieur par rapport aux nappes de haute pression. Et puis d'un point de vue structural, alors je vais essayer si je retrouve ma figure. C'est petit là, comment est-ce qu'on fait pour élargir ça? Comme ça? Ah oui. J'ai prévu plein de questions. Donc d'un point de vue structural, on commence effectivement à voir l'effet de... Ah, voilà. Alors comment on le voit, ce début de fluage latéral? Ces nappes plissées-replissées, finalement, c'est une foliation peu pentée qui peut traduire l'amincissement et le raccourcissement vertical. Donc c'est présenté actuellement comme étant des rétro-chevauchements, mais finalement c'est un raccourcissement vertical. Donc ça c'est un premier élément de réponse, et on voit ça donc dans les roches métamorphiques avec la schistosité schiste bleu, qui est marquée ici par le glaucophane, qui est plissée avec un plan axial peu penté, et une schistosité de plan axial à chlorite. La chlorite, donc, qui représente le début du réchauffement, alors qui n'est pas encore suffisant à ce niveau structural-là pour causer la fusion partielle, mais en tout cas suffisant pour transformer la paragénèse de haute pression en paragénèse de schiste vert. Alors, je ne sais pas si ça répond en partie à la question. Il me semble aussi qu'au niveau justement des failles actives, oui, aujourd'hui, tout à fait. Grâce à l'extension dans les zones internes des Alpes, est-ce que ça, c'est un processus d'effondrement ou pas? Je sais que c'est un peu... Merci. Non, c'est exactement c'est la suite de la réponse. Merci de répondre toi-même. Effectivement, donc là, il faut constater aujourd'hui que la zone externe des Alpes est marquée plutôt par des failles inverses, alors que la zone interne est plutôt marquée par des failles normales. Alors le modèle qui a été proposé, c'est un modèle de poinçonnement du manteau lithosphérique. Alors le manteau lithosphérique, c'est ce qu'il y a de plus dense, et c'est ce qui a envie plutôt d'aller vers le bas. Donc le poinçonnement du manteau lithosphérique, moi j'ai un petit peu du mal, et je pense que effectivement la solution c'est plutôt, alors est-ce que c'est un amincissement de la pile préalablement épaissie sous l'effet du retrait de la plaque plongeante? Voilà, ça c'est peut-être des choses à explorer. Ça fait, honnêtement, ça fait une dizaine d'années effectivement que ce modèle-là est en tête.
mais qui n'est pas sorti sur papier.